Bonjour et bienvenue à cette vidéo sur le système cardiovasculaire. Alors, si vous vous souvenez, dans notre autre module sur le système digestif et le système respiratoire, leur but, c'était de faire entrer matière et énergie dans l'organisme. Bien sûr, digestif, c'est matière et énergie. L'énergie est dans la matière. Et pour respiratoire, c'était la matière sous forme de gaz. Alors, les bons gaz entrent, les mauvais gaz sortent. En termes de matière et énergie rentre, le système digestif s'en occupe, on transporte ce qu'on a besoin à chacune de nos cellules, et ensuite, ce qui n'est pas digéré et pas absorbé sortait sous forme de déchets. Alors, déchets sous forme de CO2, déchets solides sous forme de matière fécale, et on avait aussi déchets liquides sous forme d'urine, et ça, c'est notre système excréteur. Alors, c'est tout au sujet de faire entrer des substances, faire sortir des substances. Le système cardiovasculaire, c'est très différent. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort. En fait, tu ne veux pas que le sang sorte de ton corps et tu ne veux pas que des objets étrangers de l'extérieur de ton corps entrent dans ton sang. Alors, le but du système cardiovasculaire, c'est de pomper et de faire bouger le sang partout dans notre corps. Fait qu'il n'y a vraiment rien à ajouter à notre dessin, au moins qu'on voulait mettre un paquet de lignes rouges et plein de lignes bleues qui représentent nos vaisseaux sanguins, avec bien sûr notre cœur dans la poitrine. Ça, c'est peut-être un meilleur dessin. Ici, on a identifié certains des vaisseaux sanguins qui se trouvent dans nos corps. Ça serait nos vaisseaux sanguins majeurs. Il y a des millions et des millions de plus de vaisseaux sanguins qu'on ne mettra pas parce qu'on ne verrait rien, un peu comme notre dessin ici. Mais on peut voir le cœur et évidemment des vaisseaux sanguins en rouge qui transportent le sang riche en oxygène et des vaisseaux sanguins en bleu qui transportent le sang dépourvu d'oxygène. Alors, c'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Commençons d'abord avec le cœur. Alors, le cœur, contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, il n'est pas sur le côté gauche de notre corps. Il est centré au milieu de notre corps, mais il y a une bonne partie du cœur, environ le 2/3 du cœur, qui est orienté sur le côté gauche. Fait que c'est pour ça qu'on ressent notre battement de cœur beaucoup plus fort sur le côté gauche, mais le cœur est centré au milieu et protégé par cet os résistant qui est le sternum et aussi le milieu de notre cage thoracique. Et notez bien que j'ai dit droite sur ce côté-ci et gauche sur ce côté-ci parce qu'on fait face à la personne. Alors oui, ça c'est le côté gauche de cette personne et ça c'est le côté droit. Fait que dans cette vidéo, vous allez voir que nos figures, c'est toujours inversé. C'est logique. On peut voir ici le poumon droit et le poumon gauche. On a enlevé la cage thoracique pour exposer le cœur. Alors il est au milieu, mais légèrement orienté vers la gauche. Et comme on a vu dans une autre vidéo, il y a un lobe de moins dans le poumon gauche que dans le poumon droit pour faire de la place pour le cœur. Le cœur est aussi entouré par un sac qui est ce qui s'appelle le péricarde. Et ce sac tient le cœur en place, mais aussi entre le sac et le cœur, il y a un liquide qui permet de lubrifier le cœur pour qu'à chaque fois qu'il bat et qu'il bouge, il n'y ait pas une friction qui pourrait endommager et être douloureux. On peut voir ici un peu plus proche le cœur. C'est juste pour observer les vaisseaux sanguins qui sont associés à notre cœur. Alors, vous avez la vue d'en avant et la vue d'en arrière de notre cœur. Et notez bien ces petits vaisseaux sanguins qui sont sur la paroi externe du cœur. On en reparlera dans quelques minutes. Là, on va couper le cœur. Alors, imaginez-vous que je prends un grand couteau et je le coupe de façon longitudinale sur cet axe. On aurait quelque chose comme ceci. Donc, ça a l'air complexe en première vue, mais les noms des structures ont une certaine logique, donc c'est pas si difficile que ça. Ayez pas peur. Le sang qui circule dans notre cœur fait un circuit, donc c'est comme un genre de cycle. Fait où commencer, où finir, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Mais on va commencer ici, dans ce compartiment. Alors, notre cœur est divisé en 4 compartiments. Nous avons 2 oreillettes. Okay, oreillette veut dire petite oreille. Et nous avons 2 ventricules. Ventricule, on peut voir le mot ventre, c'est comme le ventre du cœur. La fonction des oreillettes, c'est de pomper le sang dans les ventricules, que ce soit sur la gauche ou sur la droite. Quand les oreillettes contractent, on pousse le sang pour remplir les ventricules. La fonction des ventricules, c'est de contracter, pousser le sang pour aller dans ces gros vaisseaux sanguins, soit celui-ci en bleu ou celui-ci en rouge, pour envoyer le sang à l'extérieur du cœur. Alors, les oreillettes pompent dans le cœur et les ventricules pompent hors du cœur. Alors, on va mettre en jaune les mots qu'on a déjà couverts. Pour remplir l'oreillette droite en sang, nous avons 2 gros vaisseaux sanguins, les plus grosses veines du corps humain, c'est-à-dire les veines caves. Alors, vous avez la veine cave en haut et la veine cave en bas.
On les a bien nommés. On a appelé la veine cave en haut la veine cave supérieure et la veine cave en bas la veine cave inférieure. Leur fonction, comme j'ai dit, c'est de ramener le sang et le déverser dans l'oreillette droite pour la remplir. L'oreillette droite va ensuite contracter et envoyer son contenu dans le ventricule. Entre l'oreillette et le ventricule, il y a une valve. Une valve, c'est une structure qui contrôle la direction dans laquelle le sang va s'écouler. Alors la valve, quand l'oreillette va contracter, la valve va s'ouvrir et permettre au sang de passer. Et ensuite, quand le ventricule va contracter, le sang, il ne sait pas où il s'en va. Alors le ventricule va le pousser vers le haut. On ne veut pas que le sang revienne dans l'oreillette. Alors cette valve, qui ici est rattachée au muscle du ventricule lui-même pour la renforcer, ça c'est ce qu'on appelle le cordage tendineux, ça empêche la valve d'être repoussée sur elle-même pour rouvrir dans la mauvaise direction. Alors, cette valve va se fermer et empêcher le sang de rentrer dans l'oreillette. Le sang va donc être dévié vers le vaisseau sanguin ici, là où on veut que le sang aille. Ce vaisseau sanguin juste ici, c'est le tronc pulmonaire. Et le tronc pulmonaire, imaginez un gros tronc d'arbre qui va tout de suite se diviser en deux grandes branches qui sont les artères pulmonaires. Et pourquoi on les a appelées les artères pulmonaires? C'est que le sang s'en va où? Le sang s'en va au poumon, au pulmon. Okay? Le sang s'en va chercher de l'oxygène dans les poumons. Alors, il est bleu quand il voyage dans ses vaisseaux sanguins. Et quand il va revenir des poumons, il va être rouge. Et on va aller sur l'autre côté du cœur. Alors, on va revenir des poumons à travers ces vaisseaux sanguins-là et ces vaisseaux sanguins-là, qu'on appelle des veines pulmonaires. Donc ici, on a peut-être besoin de démystifier une certaine méconception. Il y en a qui définissent une veine comme étant un vaisseau sanguin qui transporte du sang bleu ou du sang désoxygéné, et qu'une artère, c'est un vaisseau sanguin qui transporte du sang rouge ou du sang oxygéné. Alors, si on regarde ici, c'est pas vrai. Les vaisseaux sanguins qui sont juste ici, on les appelle des artères, mais pourtant le sang est bleu. Le sang est désoxygéné. Et les vaisseaux sanguins juste ici transportent du sang rouge, c'est du sang oxygéné. Fait que cette fameuse définition qu'on vient de mentionner, elle n'est pas bonne. S'il y a des exceptions à la règle, c'est pas une bonne définition. La définition d'artère et veine, elle est très simple. Si je vous dessine ici le cœur d'une façon très Saint-Valentin, on sait que c'est pas comme ça que le cœur a de l'air. Le cœur a l'air à ceci. Tout vaisseau sanguin qui éloigne le sang du cœur, c'est-à-dire qui emmène le sang ailleurs, loin du cœur, c'est une artère. Et tout vaisseau sanguin qui ramène le sang au cœur, c'est une veine. Alors, comme vous voyez ici, le vaisseau sanguin juste là et les artères pulmonaires sont en train d'éloigner le sang du cœur, donc ce sont des artères. Et ces vaisseaux sanguins juste ici ramènent le sang. Vous devez vous imaginer ici là, que ça passe derrière, on peut mieux le voir ici, ça passe derrière le cœur et ça s'en vient remplir l'oreillette gauche. Alors, ça ramène le sang au cœur, remplit l'oreillette gauche et donc ce sont des veines. Alors ça, c'est une bonne façon de se rappeler, si jamais on est mal pris, c'est une veine, c'est une artère. Mais dans quelle direction le sang s'en va-t-il? Est-ce qu'il est en train de s'éloigner du cœur ou est-ce qu'il est en train de se rapprocher du cœur? Ça rapprocher, c'est éloigner. On continue notre trajet. Là, le sang est dans l'oreillette gauche. L'oreillette gauche va contracter et envoyer son contenu dans le ventricule gauche, passer à travers cette deuxième valve qui va empêcher le sang de revenir lorsque le ventricule va contracter. On ne l'a pas mentionné tantôt, mais ces valvules, celle-là et celle-là, ont exactement la même fonction. Ils ont exactement le même nom, à l'exception qu'il y en a une sur le côté gauche et il y en a une sur le côté droite. On les appelle les valves AV. AV pour auriculo. Auriculo veut dire oreillette. Et ventriculaire pour ventricule. Alors, ce sont les valves AV, auriculo-ventriculaire gauche, et auriculo-ventriculaire droite. Donc là, le sang est dans le ventricule. Le ventricule va contracter. Le sang va dévier sur la valve auriculo-ventriculaire gauche qui va se fermer. Il va s'en venir par ici, passer à travers cette petite valve, et je n'ai pas mentionné celle-ci tantôt, mais il y en a une autre de l'autre côté, et envoyer le sang dans l'aorte. L'aorte, c'est le plus gros artère de notre corps. C'est l'artère avec la plus forte pression parce que c'est l'artère qui est la plus proche du ventricule, la plus proche de la pompe. Et on a aussi aorte juste ici parce que vous devez vous imaginer que l'aorte courbe et descend tout de suite pour se rendre dans le bas du corps. Mais il y a aussi des tubes qui vont brancher tout de suite en haut, un pour le bras droit, un pour le bras gauche et un pour la tête. Donc, de l'aorte, le sang va se rendre
tout bord, tout côté dans le corps pour aller nourrir les cellules. Le sang va se faire désoxygéner auprès de ces cellules et va revenir dans les veines caves, soit supérieures ou inférieures, pour remplir l'oreillette droite et on recommence. Donc, il nous manque juste une coupe de termes ici sur notre diagramme. Il y en a qu'on a cachés parce qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter. Mais ces deux termes-là sont très simples. L'apex, c'est juste le bout pointu du cœur, pas le bout en haut, mais le bout en bas, si on est debout droite. Et la séparation qui est du muscle ici, qui sépare le ventricule gauche et le ventricule droite, c'est la cloison interventriculaire, ou parfois on parle aussi de septum. Interventriculaire. Interventriculaire veut dire entre les deux ventricules. Les deux petites valves qui sont juste ici. Oh, je remarque que j'ai souligné valvule pulmonaire pensant que c'était veine pulmonaire. Mais oui, ça c'est le nom de cette petite valve juste ici. Valvule pulmonaire. Et celle juste là, qui n'est pas indiquée sur notre diagramme, mais qu'on pourrait ajouter juste ici, c'est la valvule aortique, qui est bien nommée parce que c'est une valvule qui sépare le ventricule gauche et l'aorte. La fonction de ces deux valvules, qu'on appelle des valvules semi-lunaires, c'est d'empêcher le sang de revenir dans le ventricule quand les ventricules se gonflent. Quand les ventricules ont fini de se contracter, ils vont se décontracter, donc se gonfler, et il y a une genre de traction qui va se produire pour tirer le sang. Mais le sang pourrait être tiré d'ici, il n'y a aucun problème, mais on ne veut pas que le sang soit tiré de ces deux vaisseaux sanguins-là, parce que là, le sang avancerait et reculerait à chaque contraction cardiaque, et ça ne serait pas très efficace. Alors, quand le sang va passer, aucun problème, l'orientation des valvules fait qu'elle peut ouvrir par là, mais quand le sang va essayer de revenir, les valvules vont se fermer et empêcher le sang de revenir sur ses pas. Fait qu'en bref, la fonction d'une valve ou d'une valvule, une valvule c'est juste une petite valve, c'est d'empêcher le sang de refluer. Donc ici, nous avons une vue du haut. Alors, c'est si on regardait le cœur dans cette orientation-là. On regarde le cœur vu d'en haut, on verrait nos 4 valves ici. Alors, vous avez les 2 valves auriculo-ventriculaires, c'est-à-dire celle ici, les 2 grosses en haut, et vous avez les 2 plus petites, la bleue et la rouge, qui sont la bleue et la rouge dans notre diagramme à gauche. Alors, ces 2-là, c'est ce qu'on appelle des valves auriculo-ventriculaires. Et on a celle à droite qui est faite de 3 morceaux. C'est ce qu'on appelle la tricuspide. Tri pour 3 morceaux. Et celle qui est à gauche, c'est la bicuspide pour 2 morceaux. Alors, ils ont quelques noms. Ils ont valve AV droite, valve AV gauche ou valve tricuspide, valve bicuspide. Et on emploie aussi, vous allez peut-être voir ce mot-là des fois, celle-ci s'appelle la valve mitrale, car elle a une apparence semblable au chapeau que porte le pape. Le mitre. Laquelle des 2 est plus forte? C'est la valve bicuspide qui est plus forte. Coordonner la fermeture de 2 morceaux est plus facile et plus efficace que coordonner la fermeture de 3 morceaux. Pourquoi on a besoin d'une plus forte valve sur le côté gauche? Bien, le ventricule gauche, c'est subtil ici, mais vous pouvez voir que la paroi du ventricule gauche est plus épaisse que la paroi du ventricule droite. Le ventricule gauche pousse beaucoup plus fort que le ventricule droite, parce que le ventricule droite envoie le sang juste aux poumons, qui sont juste ici à côté du cœur, de chaque côté. Donc, c'est pas loin. Et ça revient. Tandis que le ventricule gauche pompe le sang dans tout le corps. Alors, c'est des kilomètres et des kilomètres de vaisseaux sanguins que le ventricule gauche doit remplir. Il a besoin de pousser très fort. Donc, nous avons besoin d'une valve ici qui est beaucoup plus forte pour résister à une plus grande pression de sang qui veut revenir dans l'oreillette. Elle doit se fermer solide. Elle se ferme solide aussi, mais moins solide que celle-là. Ensuite, nous avons ces 2 valvules-là, qui sont les valvules semi-lunaires, car elles ont des formes de demi-lune. Pour leurs morceaux, il y en a tous les 2 3. Celle-ci, c'est la valve semi-lunaire aortique. Et celle-ci, c'est la valve semi-lunaire pulmonaire. Pulmonaire parce qu'elle est en route vers les poumons, et aortique parce qu'elle est dans l'aorte. Donc, ceci termine notre évaluation de l'anatomie du cœur. C'est à pratiquer, c'est à connaître par cœur. J'ai ici une animation en 3 dimensions de la contraction du cœur. Alors, on peut voir les valves AV juste ici, comment est-ce qu'elles ouvrent quand les oreillettes contractent et envoient le sang dans le ventricule. Et on peut aussi voir juste une des 2, mais on a une de nos 2 valvules semi-lunaires, c'est la valvule pulmonaire ici, qui ouvre quand le ventricule contracte, décontracte, contracte, décontracte. Alors, elle s'ouvre quand on contracte et elle se ferme quand on décontracte.
Et ça serait la même chose pour celle qu'on ne voit pas, qui est en arrière-plan ici, la valve semi-lunaire de l'aorte. Mais en parlant de contraction cardiaque, nous avons ce qu'on appelle la révolution cardiaque, qui est un battement de cœur. Un seul battement de cœur. Et notre battement de cœur est fait en double action, c'est-à-dire on a une double pompe, si tu veux. On a la contraction des ventricules et la dilatation des ventricules. La contraction des ventricules, ça s'appelle la systole ventriculaire, et la dilatation des ventricules, c'est la diastole ventriculaire, ou tout court systole, diastole. La question c'est, qu'est-ce qui arrive aux oreillettes? Bien, pendant que la systole se fait, les oreillettes sont en train de faire leur décontraction, et pendant que la diastole se fait, les oreillettes sont en train de faire leur contraction. Fait qu'on s'inquiète juste de ce qui se passe au niveau des ventricules ici. Donc la systole et la diastole des ventricules. Lors de la systole, les valves AV vont se fermer sous la forte pression de la contraction des ventricules. Le sang qui dévie en frappant les valves AV va les fermer et le sang va être dirigé à la bonne place. La fermeture de ces valves fait un son et l'onomatopée qu'on utilise habituellement, c'est le bas, un des bruits que fait notre cœur. La diastole fait aussi un bruit, mais le bruit n'est pas causé par la fermeture des valves AV. Les autres, ils vont ouvrir pour laisser passer le sang dans les ventricules, mais les ventricules qui gonflent vont faire tirer le sang dans ces vaisseaux sanguins pour essayer de revenir dans le cœur, mais les petites valves semi-lunaires vont se fermer, et cette fermeture des valves fait un son, et on peut utiliser l'onomatopée « boom ». Alors, notre cœur fait « ba-boom ». Il fait bas lors de la systole et il fait boom lors de la diastole. On aurait tendance à penser que ces valves qui ferment et qui sont plus grosses feraient un plus gros son. Le bas est moins fort que le boom, mais la raison d'être, c'est que ces valves sont entourées par le muscle cardiaque lui-même, donc on l'entend moins bien. Il devrait faire plus de son, mais c'est enterré par le muscle épais qui est la paroi du cœur, donc on entend mieux ceux qui sont juste ici, qui sont à la surface dans les vaisseaux sanguins. Donc, une révolution cardiaque, baboum. Et cette révolution cardiaque peut être mesurée à l'aide d'un électrocardiogramme. Vous avez sûrement déjà vu une machine comme ceci, soit dans un documentaire, soit à l'hôpital elle-même ou à la télévision. On branche le patient à la machine et la machine peut enregistrer l'activité de son cœur. Ça n'enregistre pas la force de la contraction des ventricules ou la force de la contraction des oreillettes. Ça enregistre l'électricité qui voyage dans le cœur. Alors, bien sûr, pour coordonner la contraction des tissus du cœur, on a besoin de leur envoyer des influx nerveux qui contrôlent la contraction de ces tissus cardiaques. Alors, ce zigzag dans notre électrocardiogramme représente une révolution cardiaque, ou un battement de cœur, si tu veux. Et on a nommé chaque petite bosse, chaque petit zigzag. Vous avez l'onde P, l'onde QRS et l'onde T. On ira voir exactement qu'est-ce qui est enregistré comme mouvement électrique pour chacune des ondes dans quelques instants. Mais pour l'instant, on va juste faire que, oui, on mesure l'activité électrique dans le cœur, mais chacune de ces activités électriques est un message envoyé au tissu musculaire pour se contracter. Alors, on peut dire qu'il y a une action coïncidentale entre chaque partie de notre diagramme ici et l'action musculaire que le cœur fait. Et on va le diviser en trois. L'onde P, l'onde QRS et l'onde T. Donc, l'onde P, c'est l'électricité qui bouge dans le cœur pour aller dire aux oreillettes de se contracter. Alors, ça coïncide avec la contraction auriculaire, qui veut dire la contraction des oreillettes. Tout le zigzag QRS, ça coïncide avec la contraction des ventricules. Je l'ai mis au singulier ici, mais c'est contraction des deux oreillettes et contraction des deux ventricules de façon simultanée. On veut que ça se contracte en même temps pour bien coordonner les mouvements du sang dans le corps. Et nous avons ensuite l'onde T qui coïncide avec la dilatation ventriculaire. Donc, pour avoir utilisé des termes plus courts, on pourrait dire que QRS, c'est la systole et que T, c'est la diastole. Donc, nos fameuses onomatopées, la machine à l'hôpital fait bip, 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 mais le cœur ferait quel son en même temps que cette onde ici est en train de se faire enregistrer par la machine? On ferait le bas et ici, on ferait le boom. Ça, c'est au niveau du cœur, si on écoutait le cœur avec un stéthoscope. Alors, je répète, c'est très important à noter ici que ce n'est pas la force de la contraction du muscle cardiaque, ce n'est pas la vitesse de la contraction du muscle cardiaque, ça enregistre l'électricité qui voyage dans la poitrine du monsieur ici, qui rentre dans les fils électriques,
qui se fait enregistrer par la machine pour générer cette vague, ce zigzag perpétuel sur l'électrocardiogramme. Alors ça, c'est ce que l'électrocardiogramme enregistre. Il enregistre les petites lignes rouges, les petits zigzags qui voyagent dans la paroi du cœur, c'est-à-dire dans le muscle du cœur. Alors on peut voir ici, je sais que c'est rapide, mais on peut voir les mouvements que font l'électrocardiogramme en enregistrant le déplacement de ces petites lignes rouges dans le cœur. Alors pour expliquer ceci au ralenti, si tu veux, on va mettre ça de côté. On va le figer parce que sinon ça va devenir hypnotique et on va aller voir étape par étape ce qui se passe. Alors, on commence avec l'étape 1, qui est la dépolarisation du muscle cardiaque dans le nœud sinusal. Bon, j'explique. Ici, en haut, dans l'oreillette droite, dans la paroi musculaire de l'oreillette droite, il ne faut pas s'imaginer que c'est dans là où le sang irait, mais c'est dans la paroi de l'oreillette droite, nous avons un amas de cellules qui sont à la fois des cellules musculaires, mais aussi des cellules nerveuses. Ils partagent les caractéristiques des deux. C'est comme le petit cerveau, si tu veux, de notre cœur. Et c'est là où cette révolution cardiaque débute. Oui, c'est un cycle, mais on va y donner son début ici. Alors, ça commence dans le nœud sinusal. Et quand l'électricité est là, notre électrocardiogramme est en train d'enregistrer cette petite portion juste ici. L'électricité va se déplacer du nœud sinusal dans la paroi des deux oreillettes de façon simultanée. Alors, ça pourrait ressembler à ceci. Là, imaginez, là, ça c'est 3 dimensions. Là. On a la paroi de l'oreillette en avant, on a la paroi de l'oreillette en arrière, tout le tour. Alors, c'est ce que le jaune essaie de représenter. On veut envoyer cette vague de dépolarisation dans les deux oreillettes en même temps. Pour faire quoi? Pour dire aux oreillettes de se contracter. Alors, une fois qu'on aura déplacé l'électricité dans cette région, les oreillettes vont se contracter et pousser le sang dans les ventricules. Mais on n'a pas fini. De là, l'électricité va se propager à cette petite région juste ici, nommée le nœud auriculo-ventriculaire. Encore une fois, c'est un nœud, donc c'est un amas ou un groupement de cellules musculaires qui ont aussi des caractéristiques nerveuses. Et l'influx nerveux est maintenant ici, c'est-à-dire on a dépolarisé, on est en train de communiquer ici. Sa job, c'est de coordonner le déplacement de ces influx nerveux jusqu'à l'apex du cœur. Alors on veut faire de là à là. Et ensuite, une fois que le message est rendu à la pointe du cœur, il va se faire propager dans les tissus ventriculaires au complet, comme représenté par cette image. Alors, les influx se propagent dans les muscles ventriculaires. Alors, on envoie le message dans les ventricules, dans les parois musculaires des ventricules. Et remarquez bien qu'est-ce qu'on est en train d'enregistrer avec l'électrocardiogramme. Pourquoi le signal se rend là? Bien, c'est pour dire aux ventricules de se contracter. Fait que la fraction de seconde que le message va être rendu dans toutes les cellules musculaires de nos ventricules, les ventricules vont se contracter. Systole. Et ensuite, pour terminer le circuit, il faut que l'électricité, c'est-à-dire l'influx nerveux, retourne au nœud sinusal. Et ça, c'est notre dernière étape, cet petit enregistrement juste là du déplacement de l'énergie électrique de là à là, va créer la dernière petite bosse sur notre électrocardiogramme. Et à cet instant-là, les ventricules sont en train de se dilater, diastole. Donc, c'est l'action du nœud sinusal et du nœud auriculo-ventriculaire avec des fibres nerveuses spécialisées qu'on nommera pas ici, dans les tissus ventriculaires pour coordonner cette révolution cardiaque et coordonner la façon dont notre cœur fait son double battement. Le sang circule dans tous nos vaisseaux sanguins, dans tous nos tissus, dans chaque petit raccoin de notre corps. On divise habituellement cette immense circulation sanguine en 3 types de circulation. Vous avez la circulation pulmonaire, la circulation systémique et la circulation coronarienne. Coronarienne ou coronaire veut dire cœur. Alors, chaque petit vaisseau sanguin qu'on peut voir ici, à la surface du cœur, dans la paroi du muscle cardiaque lui-même, c'est ce qu'on comprend dans la circulation coronarienne. Alors, très simplement, par définition ici, c'est les vaisseaux sanguins sur le cœur, dans la paroi du cœur lui-même, qui apportent des nutriments et ramassent les déchets pour le cœur lui-même. Donc, circulation très importante. C'est le sang qui quitte le cœur et qui retourne au cœur. En faisant quoi? En nourrissant le cœur lui-même. La circulation pulmonaire, c'est très simple. Pulmonaire, elle se nomme ce qu'elle est. C'est le sang qui quitte le ventricule droite, se rend à nos poumons pour aller chercher de l'oxygène, devenir rouge et revenir à l'oreillette gauche. Donc, encore une fois, avec un petit schéma, c'est le sang qui quitte le côté droite du cœur, se rend au poumon, revient rouge au côté gauche du cœur. Ça, c'est la circulation pulmonaire.
On termine avec la circulation systémique. C'est le sang qui quitte le ventricule gauche, voyage dans tous les vaisseaux sanguins de notre corps pour aller alimenter tous les organes et tous les systèmes de notre corps, y inclut les poumons. Parce qu'ici, le sang ne s'en va pas au poumon pour lui donner de l'oxygène et des nutriments, il s'en va au poumon pour se faire oxygéner et revenir au cœur pour ensuite être renvoyé aux organes et les nourrir. Donc, ça inclut les poumons. La seule chose qui n'est pas inclue dans la circulation systémique, c'est le cœur lui-même, parce que ça, c'est la circulation coronarienne. Un petit dessin pour systémique. Alors, c'est le sang qui quitte le ventricule gauche, se rend dans tout le corps et revient à l'oreillette droite. Nos 3 types de circulation. Alors, parlant de circulation, nous allons voir les différents types de vaisseaux sanguins dans notre corps. Nous en avons 3 grandes catégories, les artères, les veines et les capillaires. Et la circulation sanguine va toujours dans le même ordre. J'ai utilisé ici bleu et rouge, mais ce n'est pas toujours le cas comme on a vu tantôt, mais ça commence dans une artère. L'artère déverse son contenu dans une artériole. L'artériole déverse son contenu dans des capillaires, plusieurs capillaires pour chaque artériole. Les capillaires vont ensuite recombiner leur sang pour le domper dans une vénule. La vénule va se rejoindre à une veine. Et évidemment, la veine va éventuellement devenir veine cave et on domperait le contenu dans le cœur. Et évidemment, le cœur se répéterait ici dans notre schéma. Le cœur va ensuite envoyer son contenu dans une artère et on recommence, et on recommence, et on recommence. Donc, c'est un circuit. Allons voir nos 3 formes de vaisseaux sanguins en détail. Les artères ont une paroi plus épaisse que les veines et évidemment que les capillaires. On va juste comparer les deux d'en haut pour l'instant. Alors, artère, veine. Coupe de différence, les artères ont une épaisseur plus grande pour la paroi. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de muscles. Donc, la région juste ici au milieu, c'est du muscle. Pourquoi on a besoin de plus de muscles? Bien, on a une beaucoup plus grande pression qui voyage dans les artères comparée aux veines. Alors, on a besoin de résister à cette plus grande pression. Et les artères font quelque chose que les veines font beaucoup, beaucoup moins, et c'est la vasoconstriction et la vasodilatation. La vasoconstriction, c'est le resserrement de ces muscles pour rapetisser la lumière. La lumière, c'est la partie au milieu où voyage le sang. On veut rapetisser la lumière pour comprimer le sang. Et la vasodilatation, c'est l'inverse. On veut agrandir la lumière pour permettre à plus de sang de passer, mais évidemment, il passerait moins vite. Et cette vasoconstriction et cette vasodilatation est utile dans la gestion de notre pression sanguine, mais elle est aussi utile dans le contrôle de où le sang peut se rendre et où le sang ne peut plus se rendre dans notre corps. On en reparlera plus tard. Les veines ne veulent pas faire vasoconstriction et donc n'auront pas besoin de faire vasodilatation parce qu'on veut ici rapporter le sang au cœur. On ne veut pas restreindre son passage en le comprimant. Et on ne veut pas le ralentir trop en faisant la vasodilatation pour empêcher le sang de retourner. Parce que n'oubliez pas que la majorité de nos veines vont à l'encontre de la force gravitationnelle dans nos jambes, dans nos bras. Et donc, c'est déjà assez difficile. On est loin du cœur. Alors, le sang a voyagé dans les artères et est maintenant dans une veine et on doit remonter pour revenir au cœur. On est loin, loin, loin du cœur, malgré qu'on s'en rapproche à chaque contraction. Et on va habituellement à l'encontre de la force gravitationnelle. Peut-être pas dans notre tête, mais on va habituellement à l'encontre de la force gravitationnelle. Alors, pour aider le retour du sang au cœur, les veines ont des valvules. Alors, on a des petites valvules ici et là. Le sang va être poussé de l'autre côté de la valvule et on aura aussi des muscles ici qui vont se contracter pour écraser la veine sur ce côté-ci. Donc, ça va squeeze, ça va écraser et pousser le sang au-delà de la valvule. Puis là, quand le cœur ne battra plus entre chaque contraction, le sang va vouloir revenir, mais il ne peut pas retourner complètement sur ses pas parce que la petite valvule va se fermer, donc le sang va rester pris ici. Lors de la prochaine contraction, il va être poussé un petit peu plus loin. Encore une fois, l'action des muscles pourra écraser davantage et on va pousser le sang au-delà de la prochaine valvule et tranquillement, on ramène le sang au cœur. On peut voir ici nos valvules et les muscles qui les entourent. Donc, les muscles en contractant vont écraser la veine et pousser le sang au-delà de la prochaine valvule et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on retourne de plus en plus proche du cœur. Les capillaires, c'est loin d'être dessiné à l'échelle ici. Les capillaires sont microscopiques. Ils ont une seule cellule d'épais et ils ont un extrêmement petit diamètre.
Alors, vous devez vous imaginer que dans la paroi des autres types de vaisseaux sanguins, on a des capillaires. Il y a des capillaires là-dedans et il y a des capillaires là-dedans. Donc, ils ont besoin d'être beaucoup, beaucoup plus petits qu'on les a représentés ici. Ils sont microscopiques. Si on avait une artère et une veine, on ne verrait même pas le capillaire à côté. Ce serait comme le Soleil puis la Terre. Un globule rouge est à peine capable de passer. Sa largeur est juste un tout petit peu plus petite que la largeur totale du capillaire. C'est extrêmement petit. N'oubliez pas, un globule rouge, c'est une cellule, donc c'est microscopique. Le capillaire est microscopique. Le petit diamètre permet au capillaire de se faufiler dans tous les raccoins, dans tous les tissus de notre corps pour aller faire les échanges. Alors, la job des capillaires, c'est de donner et recevoir constamment des substances aux cellules ou ramasser les déchets des cellules et ramener ça dans une veine qui va éventuellement ramener ça dans les organes où on a besoin de s'en débarrasser. Et le fait qu'ils sont petits nous permet d'avoir des échanges beaucoup plus efficaces parce qu'on n'a pas besoin d'attendre longtemps pour des molécules qui sont au milieu du capillaire à se diffuser vers l'extérieur du capillaire. Si le capillaire était immense, cette molécule serait dans un beaucoup plus gros diamètre, donc aurait beaucoup plus de temps et probablement ne se rendrait pas à la paroi du capillaire pour pouvoir sortir ou l'inverse. Donc, très efficace avec un petit diamètre et le fait que ça a une seule cellule d'épais, très efficace en ce qui concerne faire entrer et sortir des substances. Il n'y a pas une cellule de ton corps qui est plus loin que 2 cellules d'un capillaire. Voulant dire, si j'ai un capillaire ici, et j'ai une cellule là, et une autre cellule là, et une autre cellule là, cette cellule-là, elle est trop loin du capillaire. Par le temps que les substances se diffusent, ces deux-là auraient tout ramassé, elles ne recevraient rien. Donc, ceci ne peut pas exister. On aurait besoin d'un autre capillaire, soit sur ce côté ici, ou en haut là, ou quelque chose. On ne peut pas être à plus que 2 cellules d'un capillaire pour qu'on ait un système efficace. Alors, comme je disais tantôt, artère, artériole, capillaire, vénule, veine, ça c'est toujours à quoi ressemble notre circuit dans nos vaisseaux sanguins. Et on peut comparer la pression, la vitesse et la surface totale de ces 3 grands types de vaisseaux sanguins. Artère, artériole, veine, vénule et capillaire. Alors, on va commencer avec la pression, la ligne que j'ai mis en jaune. On peut voir que la pression augmente, diminue, augmente, diminue, augmente, diminue, augmente, diminue dans les artères, un peu moins dans les artérioles et ensuite le zigzag disparaît dans les capillaires et évidemment aussi dans les veines. Cette action de forte pression, faible pression, forte pression, faible pression, c'est causé par le cœur qui contracte, le cœur qui dilate. Le cœur qui contracte, le cœur qui dilate. Alors, systole, diastole, systole, diastole, systole, diastole. Et à mesure qu'on s'éloigne de plus en plus du cœur, cette fluctuation dans la pression diminue et on la remarque même plus dans les capillaires et les veines. Mais remarquez aussi que la pression est élevée dans les artères et les artérioles, beaucoup moindre dans les capillaires et encore moins dans les veines. Si on avait des chiffres le long de notre axe ici, où on dit l'amplitude, bien, on aurait des plus grands chiffres ici et on aurait de plus en plus petits chiffres quand on est rendu dans les veines. Donc ça, c'est pour la pression. Beaucoup plus grande pression dans les artères que dans les veines, comme mentionné tantôt. Et on ne veut pas une grande pression dans les capillaires parce que, rappelez-vous, les capillaires ont une cellule d'épais. S'il y avait une grande pression, ça les déchirerait. Comment est-ce qu'on est capable d'avoir une pression qui chute tant que ça? Bien, la surface totale des vaisseaux sanguins, ligne que j'ai tracée en mauve ici, si on prend toutes les artères du corps et on les met côte à côte, quelle est la surface totale? Si on prend toutes les veines puis on les met côte à côte, quelle est la surface totale? Puis si on prend tous les capillaires, et il y en a des millions et des millions, puis on les met côte à côte, quelle est la surface totale? Bien, je vais vous dire en partant que si on prend tous les vaisseaux sanguins d'un individu de taille moyenne, pas un géant ou un nain, un individu de taille moyenne, puis on met tous ces vaisseaux sanguins bout à bout, en ligne droite, un vaisseau sanguin de large, on aurait pour un individu presque 8 tours de la planète Terre. Donc, c'est beaucoup de vaisseaux sanguins. Et la grande majorité de ces vaisseaux sanguins, c'est des capillaires. Alors, tout ça pour dire, si on prend tous les capillaires puis on les met un à côté de l'autre, quelle est la surface totale? Elle est géante comparée aux artères, comparée aux veines. Beaucoup plus de surface pour les capillaires que les deux autres. Alors ça fait qu'un volume de sang va être pompé dans une beaucoup plus grande section et ça va le faire ralentir.
La raison pourquoi les veines font voyager le sang beaucoup plus lentement, c'est qu'on est très loin du cœur. Et on termine justement avec cette vitesse. Ligne que j'ai mis en vert. Alors vous avez vite, moins vite, vite, moins vite, vite, moins vite. Pour la même raison que nous avons cette fluctuation, nous avons cette fluctuation. Le sang va aller plus vite quand le cœur pompe, moins vite quand il relaxe. Plus vite quand il pompe, moins vite quand il relaxe, etc. Ça diminue de plus en plus. On n'en a plus dans les capillaires. Et oui, ça ralentit beaucoup parce qu'on a un grand volume à remplir. Et ensuite, ça accélère, mais ça accélère pas autant dans les veines que ça l'était dans les artères. Alors, on a moins vite, plus vite, très lent. Ça, c'est un autre avantage pour ce que les capillaires ont comme fonction. Les capillaires doivent échanger avec leur milieu. Si le sang passe super vite, ça va être moins efficace que si le sang passe beaucoup plus lentement dans ces vaisseaux sanguins et on peut donner et prendre plus efficacement. C'est comme essayer d'embarquer dans l'autobus. Si l'autobus passe à côté de l'école à 100 km/h versus l'autobus passe à côté de l'école puis avance à peine, on va être capable de rentrer ou sortir de l'autobus. Ici, c'est un peu plus dangereux. Maintenant, je reviens sur cette fluctuation dans la pression sanguine dans les artères. Vous avez sûrement déjà vu un dispositif comme ceci. Ça s'appelle un sphygmomanomètre et c'est fait pour mesurer la pression artérielle. La pression artérielle, c'est la pression du sang dans une artère. Donc, c'est cette pression-là qu'on mesure. On pourrait mesurer celle-ci ou celle-là, mais elles sont plus difficiles à mesurer à cause qu'elle est beaucoup moins grande. Alors, habituellement, on mesure la pression dans une artère à l'aide d'un sphygmomanomètre et d'un stéthoscope. Et habituellement, on mesure la pression dans un bras. Ça peut se faire dans une cuisse, comme chez un bébé. Leur bras est trop petit, alors on le fait sur leur cuisse, mais plus facilement sur un bras. Fait que le médecin ou la garde-malade met le sphygmomanomètre sur ton bras, va pomper le petit manchon gonflable, ça va écraser l'artère qui passe dans ton bras. Alors, on va écraser cette artère au point où ce que le sang ne passe plus. Alors, on veut gonfler là, pour que l'aiguille se rende environ à 200. Là, on va ouvrir la petite valvule qui va laisser sortir de l'air et là, la pression dans le manchon gonflable va diminuer au point où ce que le sang va se remettre à passer. Mais il va passer seulement quand le cœur pompe. Il va passer seulement quand la pression est à ce niveau. Puis là, le sang ne passera plus quand le cœur se dilate. Le chiffre ou la valeur qui est indiquée sur le sphygmomanomètre, quand on entend un bruit dans le stéthoscope qu'on met juste ici, ça c'est le premier chiffre dans notre pression artérielle, qui est typiquement 120. Alors vous avez sûrement déjà vu ceci, 120 sur 80, ou chiffre sur chiffre comme pression artérielle. Le 120, c'est cette valeur juste là. Le 80, c'est la valeur juste ici. Alors, on continue à laisser sortir l'air de la valve ici. La pression continue à baisser dans le manchon et éventuellement, le sang va continuer à passer tout le temps. Quand on se rend compte qu'il n'y a plus de bruit dans le stéthoscope, on note où l'aiguille est rendue sur notre sphygmomanomètre et ça devrait être dans les environs de 80. Ça, c'est notre pression, comme j'ai dit, quand le cœur se dilate. Donc, pression quand le cœur se contracte, pression quand le cœur se dilate. Donc, on appelle le 120 la pression systolique et le 80 la pression diastolique. Systole, diastole, systole, diastole, pression monte, pression baisse, pression monte, pression baisse, systole, diastole, mesuré à l'aide de notre sphygmomanomètre qu'on écrase l'artère et notre stéthoscope pour entendre les bruits quand le sang passe, passe plus, passe, passe plus. Ceci marque la fin de notre vidéo sur le système cardiovasculaire. Bonne fin de journée.